Alors, je vous souhaite la bienvenue au centre communautaire Le Carrefour de Saint-Rédempteur. Je me présente Pierre Derek, je suis directeur général de l'association de soccer. Je vais vous présenter un petit peu la réunion. Donc c'est une réunion importante pour nous. Ça nous permet de vous avoir tous au même endroit, au même moment pour vous transmettre des messages importants. Vous aurez l'occasion de poser des questions. Vous aurez aussi l'occasion durant la saison de venir vers nous pour nous questionner et puis demander de l'information. On a essayé de faire ça un petit peu plus court. Il y aura une deuxième partie avec Richard Gamache au sujet de l'arbitrage, un sujet qui nous tient à cœur et un secteur qu'on prend très au sérieux. Un bon club ne peut pas se développer sans considérer ce secteur-là. D'accord ? Donc on a fait une petite étude dont on a été partenaire avec Richard, on va vous expliquer ça tout à l'heure. Des petites choses, avant de commencer, on est donc au centre communautaire. Vous avez pu constater qu'il y a des travaux à l'ouest du centre communautaire. Ils agrandissent le centre communautaire avec des vestiaires de soccer, ce qui va occasionner, vous avez pu vous en rendre compte, des petits problèmes de stationnement. Donc il va falloir, à partir de cet été, entre guillemets, vivre avec, et on n'aura plus l'occasion de faire le tour du centre communautaire en voiture. D'accord ? On va pouvoir passer à l'est, mais on ne pourra plus revenir de l'autre côté. Donc il va falloir considérer ça et peut-être s'habituer à déposer les enfants et à venir les rechercher à un endroit, mais on ne pourra plus passer en voiture en arrière du centre communautaire. D'accord ? C'est des petits messages qui vous seront rediffusés un petit peu plus tard dans l'été. Je vais, avant de laisser la parole à Alexandre Fournier, notre directeur technique, vous présenter nos partenaires, puis en profiter pour les remercier. On a une nouvelle approche là, cette année au niveau des partenaires. On a, je vous dirais, divisé un petit peu les lots de chandail et la visibilité. On est à finaliser certaines ententes. Vous allez voir certaines choses dans les prochaines semaines par rapport aux partenaires, puis ça va vous toucher dans le sens où on souhaite vous redonner ou vous donner accès à certains rabais grâce à ces partenaires. Donc ça nous aide et on tient à les remercier parce que ça nous permet, ça nous encourage à faire tout ce qu'on fait pour les jeunes, puis ça nous aide en tant qu'association. D'accord ? Donc c'est une chose importante pour nous et je voulais le souligner. Je vais vous laisser avec Alexandre Fournier, donc notre directeur technique, qui va vous faire une petite présentation sur la saison. Puis après ça, vous aurez une petite période de questions et on enchaînera avec la deuxième présentation. C'est beau ? Merci. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez bien ou je prends le micro? Moyen? Pierre, tu peux-tu nous allumer le micro? Est-ce que tout le monde m'entend? Oui, c'est mieux. Ok, parfait. Donc, pour la présentation, voici le contenu qu'on va avoir. Petit mot sur la culture du club, cheminement du joueur par rapport à notre club, à la région, etc. Son développement, les séances d'orientation de niveau, les fameuses séances de sélection qui vont venir. Les différents niveaux, ça c'est un point sur lequel on veut insister beaucoup cette année. C'est bien D1, D2, tout ça, la passerelle qui est entre les deux, qui a été créée depuis 1 an. C'est un petit peu un flou, là. On tient ce soir à le préciser, à l'expliquer encore plus pour que ça devienne le plus clair possible. Parce que c'est une super idée sur papier, mais sur le terrain, on est encore à l'heure de s'ajuster. Okay? Donc, on en discutera. Les différentes activités de club, puis certaines infos qui peuvent être pratiques. Donc, je commence avec le cheminement du joueur. Vous pourrez voir où vous en êtes. En fait, la première pyramide, celle de gauche, c'est celle de l'association de soccer Chaudière-Ouest. C'est chez nous. Donc, on a le local, le A, 2A, le 3A. Pour la plupart, vous êtes en A, donc soit A division 1 ou A division 2, qui après le U12 se transforme en A et 2A. C'est comme ça que ça se transfère. Puis à partir du 15, il y a une façon d'accéder les meilleures équipes 2A au 3A, qui est le sommet de notre pyramide. Juste à côté, sur la pyramide du milieu, c'est la pyramide régionale.
celle que certains d'entre vous ont peut-être commencé à toucher, plus les U11, U12, au niveau du CDR, qui est le bas de cette pyramide-là, U12, U13, sélection régionale, qui est la 2e étage, puis par la suite, sport-études, qui est la 3e étage, celle en bleu. Je vous parle de celle du sport-études parce que l'ARS, de plus en plus, vont demander la participation des clubs pour envoyer les meilleurs joueurs CDR, etc., dans le programme régional de sport-études. À Pointe-Lévis, pour nous, sur la Rive-Sud, mais c'est quelque chose qui va être mis en place de plus en plus par la région. Puis la pyramide de droite, que je souhaite à tous vos enfants, mais qui concerne très peu d'entre nous. Équipe du Québec, provinciale, Centre national, Académie de l'Impact, etc. Et le haut niveau. Donc c'est un peu ça. Culture du club. C'est le premier message qu'on cherche à passer, c'est celui-là. La philosophie du kick. C'est un programme fédéral depuis plusieurs années. Le kick, ça s'arrête maintenant. À Chaudière-Ouest, honnêtement, c'est quelque chose qu'on tient, qu'on a vraiment à cœur. Oui, ça nous fait perdre des matchs. Oui, ça nous met en difficulté à plusieurs reprises. Mais on pense qu'on est gagnant, puis les chiffres nous le prouvent. On est gagnant quand le temps avance un petit peu, puis que les joueurs prennent de la maturité. Je vous explique un peu le graphique. À gauche, on a essayé versus kicker. Kicker, quand je parle de kick, c'est souvent dégager, jouer long, puis peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'il y a devant nous, on joue long puis on court après. Fait qu'on dégage notre zone, c'est plus sécuritaire comme ça, puis après ça, on courra après, comme ça, on est sûr au moins de ne pas encaisser. C'est pas tout à fait vrai, plus qu'on vieillit, quand l'équipe qui reçoit le ballon, mais forcément, à chaque fois qu'on kick, on le perd. Une fois sur 10, on l'a. Plus jeune, ça marche parce que le joueur ou la joueuse qui est plus rapide, il réussit à dépasser tout le monde et à prendre le ballon. Et plus vieux, il y a une limite parce que les défenseurs deviennent aussi vite que les attaquants, sinon plus, capables de gérer ces ballons-là, etc. Donc, c'est pas quelque chose qu'on veut travailler jeune parce qu'on sait que plus vieux, ça s'arrête. Comme on voit, la première flèche verte, qui est celle du bas, ça peut nous mettre dans un insuccès au départ. On commence quand même très très bas parce que le jeu de passe, il y a forcément beaucoup d'erreurs qui peuvent arriver. Erreurs sur les contrôles, erreurs sur les passes, erreurs sur la synchronisation de 2 enfants de 9-10 ans, ce qui arrive tout le temps. Mais c'est la vie. C'est beaucoup plus difficile que kicker, mais c'est ça le soccer. Puis si on veut arriver à faire quelque chose un jour, en U13, en U14, en U15 et plus, bien, ça commence par l'essayer plus jeune. Alors qu'on voit, par exemple, la ligne rouge, qui eux autres ont beaucoup de succès, sont très hauts jeunes par le kick, mais qui, arrivant un petit peu plus vieux, tombent en chute. Parce que ça devient difficile de jouer contre des équipes qui savent jouer au ballon. Puis oui, il faut être patient pour avoir ça, parce que des fois, jusqu'en U12, on a encore des équipes comme nous, puis U13, U14, mais ça finit par payer. Tout ce qui est 14 et plus, j'ai envie de vous dire, là, ça finit vraiment par payer. Après, j'exclus pas la ligne verte du haut. Quand jouant bien, on peut aussi être dans une zone de succès. C'est pas parce qu'on joue bien qu'on perd des matchs quand on est jeune. J'ai vu plein d'équipes, entre autres de notre club, jouer super bien, mais gagner des matchs autant que ceux qui kickent. Enfin, c'est pas non plus... si on perd tous nos matchs étant jeune, ben on va être bon plus tard, puis si on les gagne, ça veut dire qu'on sera pas bon après. C'est pas ça. C'est une philosophie de bien jouer par rapport au jeu qu'on veut développer, c'est tout. La culture du club, c'est ça. Voici les activités que nous, on a imposées au cours des dernières années, implantées chez nous pour les jeunes. À commencer en haut à gauche par le camp préparatoire. C'est la 10e édition cette année. Pour les U10 et plus, vous êtes peut-être habitués. Pour les 8 U9, ça sera peut-être une première. C'est un camp de 2 jours qu'on fait aux saisonniers du Lac-Beauport. Pour les joueurs qui sont sélectionnés au bout des séances d'orientation de niveau, sélectionnés soit en Division 1, soit en Division 2. Donc, ils partent une fin de semaine, c'est super le fun, c'est un peu le début de saison, c'est là qu'on va en prendre un peu de ça. Ils apprennent à se connaître dans un contexte, oui, de soccer, parce qu'il y a des pratiques, parce qu'on fait un peu de terrain, mais dans un autre contexte aussi, ils couchent tous ensemble, dans des dortoirs, etc. Ils sont super bien équipés, là. Donc, c'est hyper intéressant. Si on va dans le sens de l'aiguille de monde, rencontre avec des joueuses niveau élite, c'est ce qu'on essaie d'implanter de plus en plus. Un partenariat entre nos joueurs 3A qui redonne un petit peu à nos équipes de plus jeunes. Cet été, entre autres, je peux vous le dire, mais les U15 masculins 3A
vont être associés au U12 masculin. Donc, il y a un partenariat qui va être fait. C'est une première essai dans ce genre, dans le genre qu'on va installer. Mais, un endroit où les joueurs 3 vont venir aux séances des U12, vont intégrer un petit peu ces joueurs-là. Nous, on va les inviter à 1 ou 2 journées quand on va aller faire Nabus, qu'on va aller faire à Montréal une journée de match 3A. Donc, c'est ce genre de partenariat-là qu'on incite. Challenge de Noël, Challenge Barbecue. Activité super intéressante. Challenge de Noël qui est passé, bien sûr. Challenge Barbecue qui est son équivalent pour l'été. En même temps que le Tailgate 3, c'est une journée, on fait des équipes avec tous ceux qui s'inscrivent, l'équipe mix, les mini, les maxi, du 9 U10, du 11 U12, mini tournoi, super le fun. Tout le monde est là, en même temps ils vont avoir les matchs 3 juste à côté pour que les jeunes puissent voir et tout. C'est une super belle journée de club. Entrée protocolaire au match 3, les équipes de jeunes qui ont envie de venir faire, comme on voit souvent chez les professionnels ou autres, les jeunes qui accompagnent les équipes et tout. On incite ça beaucoup, fait que ça, on est en discussion sans cesse avec vos entraîneurs. Ça stimule un peu l'imaginaire des jeunes, c'est hyper le fun. Puis quand on le fait avec des adultes ou il le fait avec l'Impact de Montréal, c'est grand, mais c'est tellement loin d'eux que d'un autre côté, il y a un penchant. Quand on prend des joueurs 3 de chez nous, je vais prendre les U15 par exemple, c'est pas si loin. Pour des U11 et U12, c'est quelques années, mais c'est pas si loin. Ils voient pas ça comme des adultes dans une autre ville. C'est quand même un peu proche, donc c'est très très intéressant. Parrainage 3, on en a parlé un petit peu. Jeunes entraîneurs, on a plusieurs entraîneurs du club qui sont U16 et plus, qui se réimpliquent dans vos catégories, comme adjoint ou autre, parce qu'ils jouent encore, donc manque de temps pour être entraîneur-chef, puis se donner des fois, être là 3 fois par semaine. Mais on en a plusieurs qui s'impliquent 1 à 2 fois par semaine dans différentes catégories. C'est super intéressant pour les jeunes, je pense que l'expérience est quand même très appréciée. La direction technique du club, je vous la présente. En U9, féminin, André Levasseur, qui est là depuis des milliers d'années. Il est depuis très très longtemps au club, donc beaucoup d'expérience, surtout avec le U9 aussi, c'est pas sa première fois, donc il sait un peu comment les starter. C'est un peu ça l'objectif. André les start dans le compétitif, amener des routines, changer un petit peu de ce que vous pouvez vivre en Team 8 ou en U8. Donc c'est tout ça qu'on peut amener. Par la suite, Mathieu Michel, qui a un U9 masculin. Un peu le même principe. Mathieu a énormément d'expérience. Un entraîneur de très grande qualité. De très très grande qualité. Donc, les U9 masculins sont particulièrement choyés. Qui fait un petit peu le même travail qu'André. Donc, beaucoup d'expérience, beaucoup de tact sur la première année en U9 pour mettre un peu tout ça en branle. U10 masculin, Yann Godreau. Jeune adjoint technique. Très impliqué, ça fait longtemps qu'il est chez nous, ça fait longtemps qu'il a toujours joué chez nous. Il prend de plus en plus de responsabilités, il était longtemps adjoint, longtemps dans plusieurs équipes. Maintenant, depuis 2 ans, il prend la responsabilité des U10 masculins. C'est hyper intéressant pour nous. Pas dans la direction technique, mais U10 féminin, ça va être notre directeur général qui va être sur cette catégorie-là cet été, donc Pierre Lévesque. Beaucoup d'expérience, pas grand-chose d'autre à dire que ça. Beaucoup de talent, beaucoup d'expérience. U11 masculin, on a, j'ai un plan de mémoire, Philippe Bernard, mon Dieu. Donc, impliqué depuis très longtemps aussi. En charge de la catégorie, je ne peux pas vous nommer tous les adjoints comme dans les autres catégories, je ne nomme pas tous les adjoints qui font participer à ça, mais Philippe qui va encore une fois rouler un petit peu tout ça pour le U11 masculin. U11 féminin, Marie-Michel Métivier avec Patrick Caron. Ils vont faire encore un duo cet été. Marie-Michel, pour ceux qui ont connu le U11 féminin cet hiver, Marie-Michel va prendre plus de place par rapport à Patrick, qui est impliqué sur une autre équipe aussi au club. Mais ils vont encore faire un duo. U12 féminin, Jérôme Bussière, qui va lui aussi adjoint technique depuis très longtemps. Je ne sais pas quoi dire de Jérôme, outre qu'il sait très bien ce qu'il fait. Des équipes de filles de cette charge-là, c'est sa spécialité. D'ailleurs, ça fait 2 équipes qui prend à peu près vers U12 puis qui les monte jusqu'au 3. Il connaît vraiment cette tranche d'âge-là, c'est très très intéressant pour ces filles-là. Steve, qui ne sera pas très loin, qui va faire l'été avec les filles encore. Puis U12 masculin, Jérémy Jobin, qui est aussi entraîneur au club depuis 8-9 ans. Donc, beaucoup d'expérience en ligue de développement à ce niveau-là.
Moi-même, directeur technique du club, très récemment, 1er décembre, je suis en poste depuis le 1er décembre, mais je travaille au club depuis déjà 9 ans. À commencer animateur Timbit, c'était ma première année, c'était super. Ça m'a juste donné le goût de continuer, commencer à coacher en local, après ça, tranquillement prendre des U9, des 2, etc., monter, jusqu'à prendre des plus vieux, maintenant 3. Donc, je ne serai pas impliqué directement avec vos équipes en ligne de développement, mais je supervise un petit peu tous les responsables, puis moi, vous me verrez peut-être un peu plus sur le terrain avec les U15 masculins 3, qui est mon équipe depuis 2 ans. Mais je vais être en masse là présent pour vos responsables de niveau, vos entraîneurs, puis même pour les jeunes, vous allez me voir de temps en temps, c'est possible. Développement du joueur. Voici le tableau idéal. Je vous explique après un peu la réalité, mais voici le tableau idéal. On a 120 joueurs environ en U8, chiffre de 2015, mais qui se maintient à peu près année après année. Gars-filles confondus. L'objectif, c'est qu'en U14, il nous en reste encore 64. Donc, c'est l'objectif. On aimerait vous dire 100%, chose qui n'est pas réaliste. Il y en a qui arrêtent, il y en a qui arrivent, ça monte, ça descend. Mais on veut au moins avoir 64 parce que c'est 32 gars, 32 filles, ce qui nous permet de faire 2 équipes de 16. A, 2A. C'est le chiffre qu'on cherche. Est-ce qu'on arrive à chaque année? Non, c'est faux. Après, dans les 120 joueurs U8, ce qui est un peu biaisé, c'est que ce n'est pas tous ces joueurs-là qui intègrent le U9 compétitif. On n'a pas le même nombre possible. Chez les gars, par exemple, c'est à peu près 26, 2 équipes de 13. Chez les filles, la même chose. Fait que déjà, du 120, on tombe pas mal. Fait que c'est un petit peu la réalité, mais on veut quand même arriver à 64. C'est ce qui fait que notre travail est important au niveau autant du local, de la D2, de la D1, puis tout ce qui se passe entre. Donc, on aura la chance d'en reparler, mais gardez en tête que c'est un petit peu le schéma qu'on aime avoir au club. Nos actions depuis quelques années pour essayer de stimuler un peu ces chiffres-là, c'est la réduction du nombre d'équipes de rapide. Vous allez me dire, ça va un peu bizarre, plus qu'on augmente, plus qu'on a de joueurs. Mais au contraire, plus qu'on augmentait, moins on avait de qualité. On diluait un petit peu le haut de la pyramide. Et en diluant ce haut-là, ben forcément, les résultats, ils se trouvent à écoper. Pas que les résultats, on s'en soucie beaucoup, mais dans la tête de jeunes qui ont envie de jouer au soccer, perdre tous ces matchs, c'est pas le fun. C'est pas le fun, puis ça donne pas envie de continuer. Certains continuent, puis c'est l'attitude à avoir, je pense, mais c'est quand même pas facile. Puis pour nos entraîneurs non plus, pour l'atmosphère en général, c'est pas facile. Fait qu'on a préféré réduire le nombre, on est beaucoup plus compétitif, les équipes sont plus homogènes aussi, ce qui est plus intéressant de jouer avec des joueurs de sa trempe, où il y a des meilleurs dans chaque équipe, des moins bons, mais au moins les groupes sont beaucoup plus homogènes. Par la suite, création d'un CLD pour les équipes U8 ou 10 locales. Donc, comme je vous ai dit, on part avec un nombre, mais on veut augmenter au cours des années pour arriver à 64. Donc, ça nous prend des U8 à U9, U10 locales qui sont solides. Parce que c'est pas parce qu'on ne prend pas toutes les U8 ou les U9 en compétitif dès la première année qu'il n'y a plus rien à faire avec eux, loin de là. C'est pour ça qu'on a instauré ça, qui est un système d'entraînement et de match supervisé par des gens du club pour aider des entraînements, tout ça, qu'un jour, des joueurs intègrent les rapides, que ce soit en U12, en U13, en U14, chose qui est tout à fait possible. Tout à fait possible. Puis le phénomène de responsable de niveau, qui est arrivé depuis déjà 1 an à peu près. On prend un responsable qui est là pour la catégorie, que ce soit D1, D2, au lieu d'avoir des équipes très fermées, très distinctes, une D1, une D2, ben, on prend un responsable qui est là pour encadrer un petit peu tout le monde. Puis oui, bien sûr, il ne peut pas faire tous les événements, tous les matchs, tout ça, mais il supervise tout ce qui se passe, les entraînements. L'hiver sont communs toujours. L'été, on essaie 1 sur 2, parce que les horaires varient beaucoup plus en soir de match. Mais ça aide à la communication entre la D1, la D2 et le reste de la catégorie, le local, entre autres. Donc voici le cheminement. On part du U8 où un entraînement, un match. Quand on arrive U9, U10, ben, on intègre les rapides, c'est 2 entraînements, un match. On tombe dans une structure plus compétitive qu'on appelle. Le local, ça reste un CLD, un match. Donc ça garde sensiblement la même structure. U11, U12, c'est le même principe, sauf qu'en local, on augmente le nombre de matchs. Donc il y a plus de matchs chez les plus vieux.
Mais on essaie d'avoir une structure qui permet et au local et au compétitif de s'entraîner. Ça, c'est hyper important pour nous. Engagement d'un joueur rapide. Certains ici l'ont entendu à plusieurs reprises parce qu'ils sont là depuis longtemps. D'autres pour qui ça va être peut-être une nouveauté. Mais la présence sur l'activité, elle est importante. Elle est importante. Votre enfant, votre fils, votre fille s'engage dans une équipe, c'est un sport collectif, donc c'est important d'y être. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas prendre jamais de congé dans l'été, c'est pas ça. Quand vous en prenez des congés, s'il vous plaît, avisez le plus tôt possible l'entraîneur, le responsable de niveau, qui lui puisse prévoir ces choses, parce que faire une pratique à 22 puis faire une pratique à 19, ça a l'air d'être la même chose, mais ça ne l'est pas. Pour nous, entraîneurs, c'est très différent. On essaie de prévoir nos choses à l'avance. Donc, ça joue le nombre de joueurs qu'on a à l'entraînement. En match, plus tôt on peut prévoir nos remplaçants, mieux c'est va être plus facile pour nous. Donc, c'est vraiment une question de respect pour le sport collectif que de prévenir d'avance, s'il vous plaît. Heure d'arrivée avant les matchs, la moyenne des coachs vont demander 30 minutes. Ça se peut que votre coach à vous, votre responsable de niveau, demande une consigne autre qui va tourner autour du 30 minutes, mais règle générale, c'est 30 minutes avant pour les matchs. Le temps de s'échauffer, que l'entraîneur puisse bien parler à ses joueurs, etc. C'est la structure qu'on demande. Puis les tournois, toutes les équipes font entre 1 et 3 tournois dans l'été. Ça dépend de chaque génération, ça dépend de chaque équipe, ça dépend de votre horaire. Si vous avez une fin de semaine de libre dans votre horaire de match de saison, puis ça donne qu'il y a un tournoi, puis on y va, ça dépend de beaucoup de choses, mais d'habitude, entre 1 et 3 pour l'été. Donc ça dépend de tout ça, mais ça sera à voir avec vos responsables de niveau en début de saison. Ligue de développement, cette année, en 2018, je vous laisse observer les équipes qu'on devrait avoir. Je dis bien devrait, j'insiste sur le devrait, c'est un prévisionnel. Ça dépend toujours du nombre d'inscriptions, ça dépend toujours de comment les camps vont. Là, pour l'instant, les inscriptions s'orientent vers un tableau comme ça. Mais qui sait, si jamais ça l'arrêtait soudainement de s'inscrire dans une catégorie, on aurait peut-être à s'ajuster. Mais on s'oriente peut-être vers quelque chose comme ça. Donc, 2 équipes pratiquement partout, excepté en U12 masculin, dans lesquels on ne croit pas avoir assez de joueurs pour faire 2 équipes. Documents références qui ont été mis sur pied pour vos entraîneurs pour structurer la Ligue de développement. D'abord, le plan d'action qui a été démarré l'an dernier, un nouveau plan d'action pour le développement des jeunes. C'est là-dedans qu'on a instauré le programme de responsable de niveau, de mettre beaucoup d'accent sur la Ligue de développement, chose qui par le passé avait été un petit peu délaissée. Des générations qui étaient très gâtées par des coachs qui suivaient des équipes longtemps, des générations qui se retrouvaient un petit peu à changer de coach chaque année. On a essayé d'uniformiser tout ça en ayant un responsable chaque année dans chaque génération qui puisse suivre le groupe. Donc, tout le monde peut avoir un encadrement semblable dans ces différentes années. Projet de jeu commun au club. Chaque entraîneur du club a été mis au courant d'un projet de jeu, un projet de jeu par zone. C'est sûr que plus qu'on vieillit, plus qu'il est appliqué. En U9, je ne vous dis pas qu'il ne l'est pas. Il y a des notions qui sont prises de là, mais il y a quand même un cheminement avant d'arriver sur un jeu collectif, donc c'est étape par étape. Mais on s'en va vers quelque chose comme ça. Restructuration U9 à U12, je mets l'emphase là-dessus, mais c'est très complet, puis on aura la chance d'en parler un petit peu plus tard, mais ça a créé quand même quelques malentendus dans la dernière année, qu'on va essayer de préciser aujourd'hui. Puis situation de référence, c'est des exercices qu'on a mis comme référence au club, exercices qui vont être repris au camp de sélection, qui maintenant, notez-le, s'appelle séance d'orientation de niveau. Donc là, on avait mis les deux noms sur le site internet depuis 1 an ou 2, mais on tient à appeler ça séance d'orientation de niveau, parce que nous, c'est dans la réflexion, sur un détail, vous allez me dire, mais c'est pas qu'on veut sélectionner des joueurs parce qu'on n'en coupe pas de joueurs, mais on oriente chaque joueur vers le bon niveau pour lui. C'est une différence, mais il faut le voir autrement. Trop souvent, entre 9 et 12 ans, les joueurs, puis je vais inclure un peu tout le monde là-dedans, on voit une fatalité dans se faire placer en D2, une fatalité dans se faire placer en local. Ma carrière est finie, j'en aurai pas,
je ne pourrai jamais jouer en D1. On voit beaucoup ça, puis c'est dommage. C'est dommage parce que si jamais vous m'appelez, je vous citerai beaucoup de noms qui ont joué local jusqu'à U12, U13, U14, sans problème, puis qui ont intégré des U15-3, qui ont intégré des grosses équipes. C'est vraiment possible. C'est vraiment possible. Moi-même, j'ai joué local jusqu'à 16 ans. J'avais envie de m'amuser, j'avais envie de faire juste du soccer pour le plaisir. Puis le jour où j'ai eu envie de vraiment m'entraîner, puis d'être compétitif, puis d'avoir le niveau, ben, je suis allé jouer pour les Rapides. Mais ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on joue local ou on joue des deux qu'on n'a pas cette chance-là. C'est peut-être juste que c'est le bon niveau pour nous à ce moment-là, pour progresser, pour apprendre. C'est vraiment juste ça. Puis ça, on tient dur comme fer à ce que ce soit des séances d'orientation de niveau pour orienter chaque joueur vers le bon niveau pour lui. Donc, responsable de niveau, on en a parlé. Suivi de la qualité, un responsable qui est là pour les deux équipes, forcément, ça assure une cohérence dans tout ce qui se fait entre la D1 et la D2. Fichier de présence qui est tenu à jour. Nous, on a ça en direct par un Google, un fichier Google. Planification de la saison qu'on voit avec chaque entraîneur, chaque responsable, c'est tout bâti d'avance. Après, on se laisse beaucoup de jeux là-dedans pour travailler parce que c'est le sport, c'est imprévu, il faut s'ajuster. C'est ce qui fait un peu notre métier d'entraîneur. Et bilan pour chaque joueur à la fin des saisons. Certains le font aussi en mi-saison. Mi-saison, on ne l'oblige pas parce que ça prend quand même beaucoup de temps à faire ça, rencontrer chaque joueur, etc. Mais assurément un bilan à la fin des saisons, que les joueurs sont rencontrés par l'entraîneur, par le responsable de niveau, pour voir ce qu'il y en est, comment ils ont vécu leur saison. Hyper important. Le nouveau programme de responsable, ça fait 1 an. L'année passée, on ne pouvait pas vous parler beaucoup de ce qui se passait pour ça. La théorie était belle sur papier. Maintenant, depuis 1 an, on peut vous parler un petit peu, pas encore bien en profondeur, mais on peut commencer. La qualité de jeu pour nous à s'améliorer. Oui, en D1, surtout en D2, surtout, parce qu'ils ont le même encadrement que la D1. Ils ont les mêmes exercices, adaptés, certes, une consigne ou deux différente, mais c'est le niveau de jeu s'est vraiment amélioré. Meilleure implication de tous les joueurs. Forcément, quand tout le monde travaille ensemble, ça stimule les uns les autres à être présents. On fait maintenant des groupes de niveau à l'entraînement. On ne s'entraîne pas nécessairement des 1 des 2, ça va arriver, mais pas toujours. Des fois, c'est groupe 1, groupe 2. La distinction, c'est que le groupe 1 peut intégrer les joueurs des deux. C'est le groupe 1, c'est ceux qui ont la meilleure attitude de travail, qui ont le meilleur... Puis des joueurs en D1 qui, des fois, on veut leur passer un petit message de « tu dois être plus concentré », etc. On le met dans le groupe 2 cette semaine-là. Aucun drame, pas de tremblement de terre, juste un petit refocus, reviens-nous sur ce que tu étais capable de faire, reviens-nous là-dessus, puis on va te remettre en groupe 1, il n'y a pas de stress. Et des fois, un petit électrochoc comme ça, c'est intéressant de voir la réaction. Donc, meilleure cohésion dans tout le groupe. Il y avait des très belles cohésions d'équipe. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'arrivant U13, U14, U15, quand on doit prendre 2 équipes de 13 puis en faire une de 18, les D1 et D2 ne se parlaient pas. Les D1 et D2 n'avaient pas envie d'être ensemble. Le niveau était tellement grand, l'écart était tellement grand entre les 2 équipes. C'était hyper difficile. Moi, j'ai été coach d'une équipe en Ligue de développement pendant 4 ans, de U9 à U12. Superbe équipe, U12 en masculin, équipe avec des très bons résultats. De la D2 qui a à un moment donné disparu parce qu'ils moins bons résultats, s'en est moins occupé. Même si on a fait de notre mieux, elle a disparu, on a changé de sport, etc. Ben, ça a fait qu'en U14, cette année, on n'a pas d'équipe en U14 masculin. Aussi bon qu'ils étaient. Je peux vous dire, U9 à U12 étaient au sommet de la ligue, et de loin. Mais en U14 cette année, on n'a pas assez de joueurs pour faire 2 équipes. Parce que les joueurs de la génération n'avaient pas nécessairement envie d'être avec ces gars-là, qui les ont toujours traités de haut. L'écart de niveau était très très grand, donc très difficile à intégrer ces joueurs-là dans une équipe D1 forte. Pour nous, c'était un constat d'échec. Même si la D1 est allée chercher à gagner tous les tournois que vous pouvez nommer, là, Laval, Charlebourg, Victo, ils avaient tous gagné. Mais pour nous, ça reste un constat d'échec. Si en U14, on n'est même plus capable de faire une équipe à cause de cette différence-là. Donc, ça a incité un programme de rapprochement entre ces groupes-là, notamment pour la suite. On a gagné notamment les défis techniques l'été dernier.
Les défis techniques, pour ceux qui ont participé, c'est des épreuves par équipe, mais chaque joueur est évalué, puis on cumule les évaluations de chaque joueur dans une équipe pour remettre un score à l'équipe. C'est toute la région. Il y a 6 catégories. On en a gagné 2 seulement. Il y a un autre club qui a gagné 4 catégories. On aurait pu s'attendre qu'à l'overall, ce soit l'autre club qui a gagné 4 qui soit meilleur au score, mais c'était nous. C'était nous pourquoi? Parce que nos équipes qui n'ont pas gagné étaient tous pratiquement 2e, 3e. Nos D2 étaient en avant de bien des D1 dans d'autres équipes parce que tout le monde s'entraîne ensemble et tout le monde monte. Je vous donne différents exemples pour qui, cette année, prouvent un petit peu notre point. L'année passée, on ne pouvait pas vous les donner, ces exemples-là, on n'avait pas essayé. Mais on a gagné les défis techniques, ce qui est une première depuis bien des années chez nous. On gagnait certaines catégories, mais l'ensemble des défis techniques de toute la Ligue de développement, c'est un grand, grand succès pour nous l'année dernière. Intégrer des éléments technico-tactiques, bien sûr, c'est plus que le jeu avance. On peut intégrer les mêmes en D1 D2, c'est ce qui nous intéresse le plus pour qu'arriver plus vieux, on ait les mêmes acquis. Pas nécessairement à la même vitesse, pas nécessairement, mais la réflexion peut être la même pour tous les joueurs. Processus de décision d'un joueur. Je vais commencer par spécifier le carré du milieu. Laissons les joueurs, joueuses, décider. Très souvent, vous aurez l'occasion d'assister à des matchs. On a eu l'occasion aussi d'assister à des matchs avec toute la direction technique, qui entre autres ne sont pas là ce soir, mais ils sont sur les terrains. On avait des heures avec des séances, notamment avec les 15 filles, 14 filles, ils sont sur les terrains. Donc, je parle en leur nom, mais ils sont tous conscients, concertés de ça, ils sont tous d'accord. On voit trop souvent des consignes qui viennent de partout. Entre autres, nous, c'est le message qu'on envoie à nos joueurs, de questionner les enfants, de leur faire comprendre pourquoi ils font les choses, pourquoi ils doivent faire les choses, d'y aller par des questions beaucoup plus que par, on voyait par le passé, la manette de PlayStation. Contrôle toutes les kids sur le terrain, passe à droite, va-t'en à gauche, monte, court là, descend, va te placer là. Ça les aide énormément sur un match qu'on fasse la manette de PlayStation. Par contre, sur une saison, sur 2-3 saisons, on ne les aide pas du tout parce qu'on ne les rend pas autonomes. Après, c'est pas non plus de dire rien, puis bon, ils font ce qu'ils veulent, tout ça. C'est de les orienter à pourquoi tu as mis la passe à droite? T'as-tu vu le nombre de joueurs? 6 joueurs à droite, 1 à gauche. Où est-ce que tu aurais dû faire la passe? Ça va être à lui de décider que la passe, c'est à gauche qu'il doit la faire. Mais si moi j'ai dit fais la passe à gauche, j'incite pas à réfléchir. Mais peut-être qu'on va marquer sa séquence parce qu'il va la faire à gauche et on va aller mettre un but. Mais on n'a pas aidé dans le développement du joueur. Puis, je vous prie de nous aider là-dessus, s'il vous plaît. Je ne parle pas nécessairement de chez nous, ça n'arrive pas toujours de chez nous. Mais dans les grades en général, on se laisse emporter par nos émotions, on aide les joueurs sur le terrain en donnant des consignes des fois un petit peu trop précises. Le joueur il a besoin de regarder, il a besoin d'interpréter ce qu'il voit, c'est long. De décider, c'est encore plus long. D'exécuter, pas toujours facile. Puis après, on évalue. Après, on se questionne à savoir si c'était le bon choix ou pas. Mais si, dès le « je regarde », on lui donne la solution, on brise un processus qui est quand même important dans la formation du joueur. Ça va sortir, vous allez vous échapper cette année. Ça va arriver. Mais si au moins on est conscient le plus possible d'y aller par le questionnement, de les laisser jouer un peu, puis de voir après, de nous laisser entraîneurs travailler un petit peu ces rétroactions-là avec les joueurs. Si vous avez vu des choses, vous n'êtes pas d'accord avec des choses, venez nous en parler. Venez nous en parler comme staff. Allez parler à votre responsable de niveau. Mais le double discours que vous pourriez tenir à votre enfant, il est difficile pour nous. Puis il est difficile pour lui. Il se retrouve entre deux, entre une consigne, une question, on ne sait plus trop quoi faire. Ça ralentit un petit peu ce processus-là, puis nous, on le souhaite au maximum, puis je sais que vous pouvez vraiment nous aider là-dessus, on peut vraiment marcher dans la bonne direction ensemble. Hyper important pour le développement du joueur et la suite. La perception des informations, quand on parlait de voir et d'évaluer, c'est tout ça. C'est partenaires adversaires, comme on peut voir en haut à gauche. C'est l'espace que j'ai sur le terrain. Je suis où sur le terrain? Le temps que j'ai, le temps que je dispose avant qu'une pression arrive.
La fatigue, ça a l'air un petit peu dit de même, il faut que les gars soient en forme, il faut que les filles soient en forme. Oui, mais ça joue. Prendre une décision au bout de 2 sprints, c'est vraiment pas la même que prendre une décision quand tu arrives frais et dispo sur le terrain. Les décisions ne sont pas les meilleures quand on les était soufflées. C'est pour ça qu'il faut être en forme, c'est pour ça qu'il faut être prêt à jouer. Mais c'est sûr que ça joue. Fait qu'une décision de fin de match, il faut accepter qu'elle ne sera peut-être pas la meilleure. Parce que la fatigue rentre, parce que tout ça, ça vient. Les capacités du joueur, c'est pas tout le monde qui a les mêmes capacités. On aimerait ça. Mais le petit ou la petite qui court super vite avec le ballon, bien, elle peut faire l'action que vous avez vue, qui serait la meilleure. Mais celle qui n'a pas cette capacité-là, elle a une autre capacité, c'est peut-être de faire une super passe. Mais on ne va pas espérer qu'elle court super vite dans l'espace parce que c'est pas ça sa qualité. Donc il faut aussi voir ça. Les joueurs doivent prendre aussi conscience de ça. Plus jeune, c'est difficile, mais avec l'âge, ils prennent un petit peu de conscience de ça. Donc c'est tous des facteurs qui sont dans la perception de l'information. Il faut leur laisser le temps de voir tout ça et d'analyser tout ça. Je vous le dis, la plupart du temps, c'est une catastrophe. On est tous d'accord. La plupart du temps, nous, en une demi-seconde, on a vu ce qui aurait dû être fait, puis on est là, Caroline, on aurait pu aller au but. Mais il faut leur laisser le temps de voir ça. Il faut les questionner à savoir, est-ce que tu as vu les partenaires qui étaient avec toi? Est-ce que tu as vu le temps que tu avais? Est-ce que tu as vu où est-ce que tu es sur le terrain? Ah, tu as fait une feinte, là. Tu as fait une feinte, mais on est sur le bord de notre but. T'avais-tu vu où est-ce que tu es sur le terrain avant de faire une feinte? C'est dangereux de faire une feinte sur le bord de notre but. Tu sais, c'est tout ce processus-là de questionnement qui est important. Niveau de jeu, c'est un peu ça que je vous dis, c'est de favoriser le développement, l'intelligence de jeu, la compréhension du jeu. C'est vraiment ça l'essentiel du message à ce niveau-là. C'est vraiment ça l'essentiel, c'est de les laisser comprendre le jeu. On se rend compte un petit peu trop vieux qu'il y a des joueurs qui savent exécuter, mais ne savent pas pourquoi ils exécutent. Ça devient qu'ils ont des limites à un moment donné. Parce que quand l'adversaire s'adapte, mais toi, tu n'as pas compris que c'était pour ça que ça marchait. Puis toi aussi, il faut que tu t'adaptes. Mais c'est plus jeune que ça se travaille parce que quand on arrive plus vieux et qu'on ne l'a jamais fait, c'est très dur de commencer à le faire. Donc, c'est plus jeune qu'il faut commencer ça. Laissez l'enfant se tromper. Nous, l'éducateur, on encadre ce cheminement-là. On ne sait pas qu'on le laisse se tromper, puis qu'on dit rien, qu'on est assis, puis qu'on s'en fout. C'est pas ça. Mais si on le laisse se tromper et on ne se lève pas pour crier, c'est parce qu'on va le laisser jouer. Puis la prochaine fois qu'il va changer, ou la prochaine fois que le jeu va arrêter et qu'on va avoir 2 secondes, bien on va pouvoir le prendre et parler face à face. Je vais pouvoir me retourner et dire « Hey Sam, as-tu vu l'espace que tu avais avant de tirer? » Puis il va me regarder. Parce que si j'écris pendant qu'il joue, s'il me regarde, il perd le jeu. Puis s'il ne me regarde pas, ben, j'ai aucun contact avec ce qu'il me dit, je sais pas sa réponse. Donc on perd un peu. Je vais peut-être le laisser revenir au banc, il va respirer, il va se calmer, il va prendre son souffle, puis après je vais lui parler, je vais intervenir à savoir qu'est-ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'il a remarqué là-dessus. C'est un processus qui est important, mais on doit le laisser agir, ce processus-là. Projet de jeu du club, c'est ce que je vous parlais. C'est le nerf de la guerre ce soir, parce que c'est ce qui va créer beaucoup de frustration chez nombre d'entre vous dans les prochaines semaines, ce qui, je l'espère, va s'atténuer beaucoup par les explications que je vais vous donner. 3 niveaux de jeu sont disponibles par catégorie, d'habitude. On exclut les 12 masculins, je suis désolé, il n'y aura pas 3 niveaux de jeu cette année. Mais à l'habitude, 3 niveaux de jeu par catégorie. La division 1, la division 2 et le local. J'ai tenu à faire un lien entre ces 3-là parce que c'est ce que nous, on essaie de créer. Le lien par le CLD entre le local et la D2, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est les entraînements dans lesquels le club est impliqué, le club peut voir les joueurs, le club peut demander à certains de ces joueurs-là de venir remplacer avec les rapides en D2, de venir s'entraîner avec nous en compétitif. C'est un lien qui se fait. C'est un lien qui se fait plutôt bien, j'ai envie de vous dire, depuis que les CLD ont été instaurés. La passerelle, le lien par la passerelle en D1 et D2, c'est celle-là qui doit être plus claire, je crois, pour nous tous. C'est une passerelle qu'on a installée parce qu'avant, avec les camps de sélection, on sélectionnait D1 ou D2, c'était réglé. On se sauverait peut-être bien du trouble,
Mais quand on se trompait pour toute une saison, c'est un petit peu dommage. Puis, chose sûre, on se trompait. Ça va arriver. Soyez-en sûrs. Ce qu'on a tenu à faire, c'est de mettre un minimum de joueurs en D1. Donc, par exemple, sur une équipe de soccer à 7, le minimum, c'est 9. Ben, on peut inscrire 9 joueurs en D1. Là, des fois, ça va être 10. Des fois, ça va être 9. Des fois, ça va être 11. Mais on peut inscrire un minimum de joueurs. Puis inscrire les autres en D2. Ce qui nous fait qu'on a un groupe D1, un groupe D2. Puis nous, on est capable de cibler des joueurs qui sont entre deux. C'est ce que nous, on peut cibler. Ces 3-4-là, on ne sait pas trop où les placer. On a 3 séances d'orientation de niveau pour les mettre à la bonne place, puis on n'est pas capable de les départager en 3 séances. Fait que ce qu'on va faire, c'est plutôt qu'on va les mettre d'entre deux. Puis, durant la saison, on va réévaluer où ils doivent être. Puis, ils vont faire des tours en D1, des tours en D2. Des fois, ils vont faire toute l'année en D1 parce que on n'était pas sûr au bout de 3 séances, mais la saison a commencé, puis on est sûr de notre coup. Mais c'est des joueurs qui sont entre deux, sur lesquels on se laisse du lousse. On se donne une marge de manœuvre. C'est ça qu'on fait. L'endroit où nous, on va tenter de s'améliorer, puis on va y arriver, on va tout faire pour y arriver, c'est dans la communication avec vous. Dans ces 3-4 joueurs-là, qui sont entre deux, on doit être meilleur dans la communication. On a installé ça, il y a 1 an. On a pris pour acquis que notre idée était bonne. Pour ceux qui sont techniciens du soccer d'entre vous, vous avez tous compris ce qu'on faisait, mais la majorité, c'est pas le cas. Donc, on prend le blâme si c'était pas assez clair de notre part. C'était pas assez clair, on n'a pas communiqué avec vous assez souvent, on n'a pas été assez bon là-dedans. Nous, ce qu'on veut faire, c'est que si, ça c'est à la discrétion des responsables de niveau, entre 2 et 4 semaines, mais durant l'année, à toutes les 2 semaines, les 3 semaines, certains responsables vont dire c'est à tous les mois, à toutes les 4 semaines, on va réévaluer ces 3-4 joueurs-là, est-ce qu'ils devraient être en D1 ou en D2. Si au bout de 3 semaines, on dit, ben eux autres, ils doivent être en D1, puis eux autres, on va les remettre en D2, on monte ces deux-là, on descend ces deux-là dans les 4 qu'on avait présélectionnés. On va faire 3 autres semaines de même. Au bout de 3 semaines, on va se dire, est-ce qu'on change ça? Est-ce qu'eux autres méritent de remonter, de descendre? Ou là, on est bien comme ça, on repart sur un cycle de 3 semaines, mais on réévalue quotidiennement à savoir où est-ce que ces joueurs-là devraient être. C'est pas nécessairement tout le monde qui a accès à ça. Je ne veux pas vous dire que tous ceux qui sont des deux vont avoir accès à ça. Mais oui, quand tu démarques en D2, c'est là ce qu'on se laisse. On veut pouvoir te monter, on veut pouvoir pas être fiché là toute une saison parce qu'on s'est trompé sur 3 séances. C'est l'objectif de ça. C'est vraiment, vraiment l'objectif. C'est pas l'objectif de dire tu démarres les 3 premières semaines en D1, t'es pas bonne, tu finis l'année en D2. C'est vraiment pas ça. Mais peut-être qu'en le faisant jouer 2-3 semaines en D1, on a vu un aspect qui nous fait dire peut-être que tu vas avoir plus de succès cette année en D2 pour travailler cet aspect-là, travailler ce point-là. On prend un exemple très concret, là. Quelqu'un, une petite fille ou un petit gars, c'est long avant qu'il fasse une passe. C'est long, ça prend du temps, il fait une bonne passe, mais c'est long son processus de décision. Quelqu'un qui voit, mais il fait des super bonnes passes, je ne comprends pas pourquoi il est en D1. Et nous, on a envie que ce processus-là, il soit simplifié. On va le simplifier, son processus, on va lui laisser un petit peu plus de temps. Mais en D1, la pression va un petit peu plus vite qu'en D2. En D2, il va peut-être avoir 1 seconde ou 2 de plus pour regarder, puis avoir son processus de réflexion à lui, son temps qu'il a besoin. C'est pas parce qu'il est mauvais, c'est pas parce qu'il ne court pas assez vite, c'est pas parce qu'il ne marque pas assez de buts. Il peut marquer 20 buts par année, c'est bien correct. Mais nous, il y a ce point-là, on veut qu'il travaille, parce que s'il veut passer au prochain niveau, il a besoin de travailler ce point-là, puis on pense que c'est en D2 qu'il va réussir à faire ça avec un petit peu plus de temps. Mais si nous, tous ensemble, on arrive à expliquer ça aux jeunes, on va être gagnant. On va vraiment être gagnant. C'est pas de voir, on l'envoie en D2 parce qu'il est pas bon, parce qu'on n'a pas confiance en lui, puis on le dévalorise. C'est pas ça. Puis nous, là-dessus, on a un travail de communication à faire qui doit être meilleur. On va être honnête, il doit être meilleur. On doit être meilleur à parler aux jeunes, on doit être meilleur à faire un suivi avec vous, à savoir au bout de 3 semaines, voici ça va être quoi les 3 prochaines semaines qui vont se passer. Ça, on doit l'améliorer. Mais on a vraiment besoin de votre aide pour que le message passe bien auprès de vos enfants. Si vous
dans vos têtes d'adultes, vous voyez la D2 comme un peu de la merde, ça va être dur de faire avaler à votre enfant que c'est bien d'aller en D2. Même si vous ne lui dites pas, vous le savez, ça se ressent ce genre de truc-là. Donc, ça se ressent, c'est plus fort que nous. Donc, il faut que nous, tous ensemble, on soit d'accord que c'est le bon chemin. Puis là-dessus, je vous demande de faire confiance au club. On a des adjoints techniques, on a des gens d'expérience qui encadrent vos catégories. Quand ils ne sont pas assez sûrs, faites-vous-en pas, ils viennent dans le bureau puis on en discute. Vous pouvez, je ne suis même pas sûr que vous avez idée le nombre d'heures qu'on peut discuter avec des responsables et des coachs parce qu'ils ne sont pas sûrs de des décisions. C'est vraiment important que vous compreniez qu'on le fait tous ensemble. Puis c'est souvent pour le meilleur. Vous n'avez peut-être pas vu l'aspect que nous on veut voir, on veut travailler, mais questionnez. Questionnez. Les responsables de niveau, ils sont là pour ça. C'est pas nécessaire de venir direct à moi, puis c'est même peu recommandé de passer directement à moi, parce que je connais la plupart des joueurs dans les équipes, mais c'est pas moi qui est le mieux placé pour voir ce qui se passe à tous les entraînements et à tous les matchs, c'est vos responsables de niveau. Communiquez avec vos responsables de niveau à savoir, est-ce que ma fille est au courant, est-ce que je peux savoir, est-ce que questionner, ils vont être là pour vous répondre. S'ils n'ont pas de réponse, ils vont structurer une réponse puis ils vont vous l'amener une fois qu'elle va être claire dans leur tête. Parce que le sport, c'est aussi une question de feeling. Il y a beaucoup de ressenti dans le sport. On n'est pas là à prendre des stats, elle a fait 12 passes sur 15, puis tout ça. Ouais, il y a une question de ressenti dans tout ça aussi. Parce qu'on peut faire des bonnes passes, mais si je fais tout le temps des bonnes passes qui reculent, j'ai peu de chances de me faire intercepter. Si moi j'essaie des bonnes passes, mais vers l'avant, qui essaie de entre les joueurs de l'autre équipe, ben, c'est plus dur, mais je vais sûrement avoir un pourcentage plus bas de réussite. Mais c'est là-dessus qu'on a besoin que le lien de la passerelle soit clair. C'est pas une question de dévaloriser personne, c'est une question de donner la chance à plus de monde d'intégrer la D1. C'est une question de donner la chance à tous les intervenants d'avoir un petit peu plus de temps pour analyser vos enfants. 3 séances, c'est super le fun. On a 3 séances en stade maintenant, on est quand même gâtés par rapport à ce qu'on a déjà eu, pour ceux qui ont des plus vieux. Mais ça reste que c'est pas tant que ça pour distinguer des fois 3-4 joueurs qui sont au milieu entre la D1 et la D2, puis ça arrive dans chaque catégorie, puis il y en a qui sont en plein milieu des deux équipes. Donc c'est vraiment ce processus-là qui est important pour nous. Séance d'orientation de niveau. Les nombres qui sont affichés pour les équipes de soccer à 7 et à 9, 11 ça ne vous concerne pas, c'est des nombres à peu près. Je tiens beaucoup au minimum. Le maximum peut jouer un petit peu. Soccer à 7, en bas de 11, c'est une équipe pour moi qui est très fragile et peu viable. C'est hyper important, puis 11 c'est le minimum. En équipe de développement, on essaie le plus possible de toucher le 13. L'été, il y a facteur vacances, il y a facteur blessure, il y a facteur XY. 13, c'est vraiment pas de trop. 2-3 matchs dans l'année, vous allez être 13, puis le reste, vous allez être vraiment bien correct. Donc, c'est un minimum pour moi. Soccer à 9, minimum, il est écrit 13, mais honnêtement, si on part à 13, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. On préfère beaucoup plus 14-15 comme minimum. On a mis 13 parce que ça peut arriver, mais je ne suis pas fervent des petites équipes. On n'est pas fervent des petites équipes parce que ça cause énormément de travail, de remplaçants, de procédures pour tout le monde. C'est jouer tout le temps avec du monde différent, des horaires différents, de toujours être en train de quêter des remplaçants à l'autre équipe. C'est extrêmement difficile à travers les congés et tout, fait qu'on préfère partir avec des bassins un petit peu plus nombreux dans l'équipe, mais qu'on est sûr qu'ils vont quand même bien s'organiser. Puis malgré tout, chaque année, il y a quelques matchs où on court les remplaçants, pareil. Fait que c'est quand même important pour nous. Déroulement, 3 séances sur le terrain. L'horaire est déjà disponible sur notre site internet. Les tests pour les U9 à U11 sont vendredi prochain, le 9. L'horaire est établi aussi sur notre site internet. Les tests, comment ça se passe? Votre enfant vient dans la plage horaire qui est indiquée. Si vous débordez un petit peu, ce n'est pas la fin du monde. Mais on veut à tout prix éviter que toutes les catégories viennent dans la même. C'est pour ça qu'on a défini. Mais, si vous débordez dans les 5-10 minutes, il n'y a pas de stress, c'est correct, ça peut arriver. Arrive sur place, ils vont avoir quelqu'un pour les accueillir, ils vont lui donner un petit papier sur lequel il va se promener sur les 3 ateliers de test. Il va aller sur l'atelier, donne son petit papier à l'évaluateur de l'atelier. Un, c'est la jonglerie, il va faire sa jonglerie, s'échauffer un peu. 2 chances, 3 chances.
Par la suite, un slalom avec le ballon, puis une course sans ballon. Donc, c'est les 3 ateliers. Une fois qu'elle a fait les 3, remet son coupon à l'accueil, puis il peut quitter. Il n'y a pas de temps défini. Si vous arrivez tôt, vous avez des bonnes chances de passer en claquant les doigts, super rapidement, sorti du trafic. Si vous arrivez un petit peu plus tard, peut-être qu'il y aura plus de monde, des files d'attente. À vous de voir, à vous de gérer un petit peu. Donc, c'est le principe des tests pour vendredi prochain. Sinon, 3 séances. 3 séances avec beaucoup de membres de la direction technique. Les parents-entraîneurs ne sont pas sur les séances. Faites-vous-en pas, ceux qui pensent au favoritisme, à tout ça. Ce qui arrive par moment, les parents-entraîneurs ne sont pas sur les séances. Les entraîneurs responsables de niveau qui ne sont pas en conflit d'intérêt avec des joueurs, peuvent y être, sont libres d'y être. Mais nous, la direction technique, on prend en charge ces séances-là, les animer, évaluer. Puis après, avec les responsables de niveau, on voit qu'est-ce qu'on en est avec qui, où, comment, combien. C'est un peu le topo. Il n'y aura pas de coupure à toutes les séances ou autres. C'est au bout des 3 séances qu'on va orienter les joueurs vers le bon niveau. On se laisse le temps de voir. Pour nous, c'est un peu inconcevable au bout de 60 minutes, de 90 minutes, d'être capable de dire voici où on oriente ce joueur-là. Même si, avec l'expérience, on est capable quand même de voir certaines choses, on connaît la plupart de vos enfants. Donc, on se laisse quand même un petit peu de temps pour que tout le monde puisse faire sa place. Une FE11 qui est sélectionnée, meilleure joueuse, peu importe le poste. Ça ne me dérange pas qu'il soit défenseur, milieu, attaquant. Puis là, je dis des postes qui sont habitués d'être plus défenseurs, milieu, attaquant, parce que des postes, ça peut être très long à se définir. Je coach 15 fois, puis je change encore plein de joueurs de place, même si on a toujours joué là. Donc, ça évolue constamment. On prend peu importe. U12, on commence à voir en fonction des caractéristiques de chacun, de chacune. Où est-ce qu'ils sont plus à l'aise, où est-ce qu'ils ont plus de ressenti. C'est plus un joueur défensif, offensif, sans être capable de dire encore si c'est un défenseur central droit. C'est peut-être plus un joueur défensif qu'un joueur offensif. Rien contre le hockey, j'ai joué très très longtemps, mais au hockey très jeune, on catégorise les joueurs. Un défenseur droit, c'est un ailier gauche. Nous, au soccer, on ne travaille pas comme ça parce qu'il y a 11 postes sur le terrain. Puis jusqu'encore, les professionnels changent de poste régulièrement par rapport aux équipes quand ils changent, tout ça. Fait que c'est important pour nous que les joueurs soient capables d'évoluer à différentes places. Ouais, mais il est moins bon à telle place. Raison de plus pour qu'on le mette là. Vous nous donnez un argument de plus, on le met là, c'est certain. Il faut qu'il travaille là, il faut qu'il soit le meilleur. Puis c'est pas être meilleur quand on mène 5-0 sur un match un peu de temps en temps. C'est pas ça non plus travailler à une place. C'est de travailler à une place. Moi, milieu droit, je suis pas bon. Bien, dans le gros match contre telle équipe, même milieu droit. Puis il m'a joué milieu droit 2-3 matchs de suite, 4 matchs de suite. Parce que le premier match, il va être dur. Première fois que je joue là. Et deuxième, troisième, quatrième, crime, ça va être meilleur. Puis après ça, un coup de j'ai passé ces 3-4 matchs-là, ben, je vais peut-être aller ailleurs dans une autre place. C'est hyper important de rouler. Oui, ça fait plaisir à vos enfants d'être à un endroit par rapport à un autre. Mais le soccer, c'est d'être sur le terrain en premier. C'est pas vrai qu'un défenseur ne peut pas participer à l'offensive, puis un attaquant, c'est le premier gars à défendre. Fait que pour nous, il faut qu'on les forme un petit peu partout. C'est hyper important. Politique de club, je vous laisse la lire un petit peu, mais en gros, elle est résumée par les joueurs provenant de l'extérieur, les fameux mutés. On a une limite. On a une limite que je vais vous montrer tout de suite après. En ligue de développement, c'est 2 par équipe. Donc, on ne peut pas prendre plus. On ne fera pas en ligue de développement prendre plus, mettons 3, puis faire une rotation avec ça. Pour certains, si vous avez des enfants plus vieux, ça peut se faire. En U12 et moins, on ne fera pas ça. Pour nous, c'est inconcevable qu'un enfant de 12 ans et moins rate des matchs dans son été parce qu'il n'est pas éligible. C'est pas logique. Dans notre logique de développement, ça ne l'est pas. On préfère qu'il joue dans un autre club, dans son niveau. On ne prendra pas non plus un joueur qui est niveau D1 en D2, juste pour dire qu'on en a un de plus. Non. Si est niveau D1, on va l'orienter vers une autre équipe D1 si on ne le prend pas. C'est important qu'il joue dans son niveau. Autant qu'un joueur D2, de chez nous, on vous parle que les D1, les D2, les locales, on les place dans leur bon niveau. On va faire la même chose avec les mutés. Donc, c'est le tableau. En rouge, une FE12, c'est ce qui nous intéresse. Donc, limite de 2 par
équipe. Limite qui s'augmente un petit peu avec le temps, jusqu'en senior où c'est illimité. Mais c'est juste pour que vous soyez au courant un peu de cette gestion-là, pendant qu'il y a des parents de joueurs mutés parmi vous. Donc c'est la gestion qui va être faite. Activité de club. La première, l'école de soccer. Depuis déjà longtemps, on est depuis 1 an dans une réflexion à la redynamiser, la remettre un petit peu de punch là-dedans. C'était un super bon programme pour l'avoir fait. J'étais animateur dans l'école de soccer pendant plusieurs années. C'est un super bon programme, mais que là, on était dû pour moderniser un peu, le repartir. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a fait. Ça va être au parc Renaud-Maillet, le synthétique, juste ici. L'accueil se fait justement au centre communautaire, lundi au vendredi, service de garde, c'est une semaine. On fait beaucoup de soccer, oui, c'est pas que du soccer, il y a aussi d'autres activités. En après-midi, il y a d'autres activités, sur l'heure du midi, etc. Donc, on a des gens qui sont ici sur place, qui sont de très bons intervenants. Pour eux autres, superbe activité. La progression qu'on voit en 1 semaine chez les jeunes à l'école de soccer, elle est phénoménale. Un jeune qui part du lundi, qui arrive le vendredi, là, c'est vraiment ce qu'on est capable de faire, là, avec tout le nombre d'heures de pratique qu'on peut avoir. C'est vraiment intéressant. Je vous le conseille, si vous avez des petites semaines, cette année, 6 semaines, 1 semaine de plus que l'an dernier, ça peut être disponible. Chaque semaine, il y a différentes catégories ou autres, mais 9 à 12, de mémoire, vous êtes pratiquement sur toutes les semaines, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Soccer pour adultes, je parle à vous. C'est un programme qui est à Chaudière-Ouest, qui est quand même très, très apprécié de nos membres. Le fameux SPA, donc soccer pour adultes, qui se fait le soir au terrain synthétique de Renaud-Maillet, juste ici, les mercredis, 20h30, 22h. Il y a 14 séances dans l'année, quelques matchs sur la fin. C'est Mathieu Michel qui est responsable de ça. Donc, programme hyper intéressant, très apprécié, comme j'ai mentionné. Donc, l'inscription est disponible sur notre site Internet, si je ne me trompe pas, sur notre site Internet. Donc, c'est accessible à vous, faites vite, les places sont limitées. Très intéressant. Cours de gardien de but. Pour les plus jeunes, vos enfants, ceux qui sont intéressés, c'est de l'initiation. C'est hyper intéressant. Les samedis matins, dépendamment des catégories d'âge, 8h à 9h pour les U9 à U11, 9 à 10h pour les U12, U14. Après, un U11, D1, gars, vous allez me dire, est-ce qu'il peut s'entraîner avec les U12? Est-ce que ça, on voit en temps et lieu avec Mathieu. C'est lui qui gère le dossier, c'est lui qui connaît vos gardiens. Est-ce que la première séance, il va vous demander de venir sur cette étagère-là, puis après, lui, il va évaluer ce qu'il en pense. Mathieu, en passant, c'est un entraîneur des gardiens qui est de très haut niveau. Il a entraîné des gardiens professionnels en Europe, notamment. Donc, il a un très, très, très grand bagage d'entraîneur des gardiens. C'est une initiation, mais ça peut donner le goût à vos enfants, des fois, d'aller garder les buts. Même si ça ne devient pas des gardiens, des fois, ne serait-ce que de savoir regarder les vues quand tu y vas de temps en temps, c'est aussi intéressant. Ça m'enlève une certaine peur que des joueurs, joueuses ont. Ça m'enlève une crainte, ça montre un petit peu de technique. C'est super le fun, super ludique, très intéressant. Donc disponible aussi sur Internet. SASCO, soccer adapté, c'est un programme que Pierre supervise depuis quelques années. Super intéressant, vous pourrez lire un petit peu sur le soccer adapté. On a pris une gang de jeunes qui ne sont pas nécessairement capables d'intégrer certaines équipes régulières, puis viennent s'amuser, viennent faire du soccer. C'est un très très beau programme que l'ASCO a démarré il y a déjà quelques années, Pierre. Power Chair Soccer, nouveau programme ça, de Chaudière-Ouest depuis très peu. En gymnase, un autre programme hyper intéressant. Je vous le dis parce que des fois, plusieurs sont dans ces situations avec des enfants avec un handicap ou autre. Donc, c'est un programme qu'on offre à l'ASCO. Cette année, c'était quand même une belle expérience. Il va y avoir un reportage qui va sortir, qui a été filmé très récemment. Donc, vous aurez la chance de voir ça un petit peu partout, là. Un reportage qui a été fait sur le sport en tant que tel, qui est un petit peu un autre domaine. Info pratique.
Jour de match. Voici vos jours de match. Après, je dis vos jours de match, les séances d'orientation de niveau sont pas faites encore, donc la D1, la D2, ça ne joue pas le même soir, le A, le D2A pour les 12. Donc, c'est un petit peu dur de savoir, mais en gros, vous pouvez cibler la D1 et D2 de votre catégorie. Bien sûr, au moins un entraînement va être commun aux deux équipes, donc par conséquent, pas dans ces deux soirs-là. L'autre entraînement pourrait être dans un de ces soirs-là, le soir de la D1 qui s'entraîne le jour de match à D2, ça peut arriver. Mais c'est le tableau. Vous aurez l'information de toute façon, il n'y a pas de problème. Date importante, même chose, vous allez avoir l'information. Le camp préparatoire que je vous parlais, la fin de semaine au Lac-Beauport, 5-6 mai, U9 à U11. Début de saison à l'SQM, c'est le 13 mai. Après, il n'y aura probablement pas de match dans les débuts. C'est d'habitude la 3e de mai, mais officiellement, le début, il se fait là. Jeux techniques, sa vie de club, il faut qu'on set un peu tout ça. On n'a pas encore la date officielle. Festival U10 et Festival U12 de la RSQ sur la fin de semaine du 25 et 26 août. C'est un festival où nos équipes participent, entre guillemets, dépistage de la région. Pour les U10, pour l'entrée en CDR et tout ça. Pour les U12, l'entrée en sélection régionale. U13 qui va se faire en septembre-octobre après ce petit festival-là. Donc un dépistage qui est très important, mais c'est aussi un bel événement d'équipe qui clôture la saison. Puis défi technique qui se fait dans la même fin de semaine. Les horaires sont agencés. Vos matchs de festival ne sont pas en même temps que votre moment pour les défis techniques. Une seule fin de semaine, condensé, ça peut être lourd, mais c'est réglé en une fin de semaine. L'ARS, la région, va vous le placer ces deux activités dans la même fin de semaine. C'est l'essai qu'ils font cette année. Équipement, chandail de match. C'est d'en prendre soin le plus possible, s'il vous plaît. S'il vous plaît, c'est un chandail qui va vous être prêté, qu'on veut avoir à la fin de l'année. Au niveau de l'achat, c'est les bas bleus, les shorts bleus, disponibles chez Sport Contact. Articles promotionnels et tout, survêtements, etc. C'est disponible en fait dans une commande d'équipe. Votre gérant, tout ça, va passer une commande d'équipe. Ça va être avantageux pour vous de tout passer ça dans la même commande d'équipe. Dans l'arrivage, les prix, etc., vous allez vraiment être gagnant sur la commande d'équipe. Donc, faites affaire avec votre gérant. Une fois que le processus sera fait, bien sûr, vous ferez affaire avec votre gérant, votre responsable, puis ça va être correct. Le chandail de gardien, ça va être fourni aussi pour vos équipes. Donc, il va y avoir un chandail dans tous les sacs pour l'alternance des gardiens ou si vous avez un gardien fixe là, pour peut-être les plus vieux. C'est fourni. Pour les gardiens, c'est short noir, bas noir. En passant, s'il y a des gardiens de vos enfants qui sont gardiens à temps plein, c'est short noir, bas noir, le chandail est bleu ciel. Mais le mot d'ordre, en fait, sur les équipements, c'est faites affaire avec votre équipe, votre gérant, parlez avec votre responsable de niveau si vous n'êtes pas sûr du moment, puis il va vous donner un bon de commande, bien sûr, après que les équipes soient faites, mais ça va se passer entre équipes. Si vous y allez individuel, on va avoir de la misère à faire un suivi avec tout ça. Donc, faites ça en équipe, ça nous simplifie la tâche grandement. On serait rendu aux questions. J'ai respecté mon délai, je suis très bon. Est-ce qu'il y a des questions? Juste une question, Alexandre. Oui. La date précédente, il est marqué achat, short blanche. Est-ce que c'est exact ou... Short bleu. C'est vraiment écrit. C'est une petite erreur. Short bleu, bas bleu. Short blanche, on arrête ça. Ça veut dire le frottage. Dis-moi, pour l'instant, on arrête ça. On s'est entendu que c'est compliqué pour tout le monde, on arrête. Oui? Dans le tableau, on voit la séquence des matchs. C'est écrit 13-2A, c'est U13A. Bonne question, il faudrait que je vérifie les U13 S'il n'y a pas d'autres questions, on va enchaîner sur la deuxième partie. Merci de votre attention. Je vous souhaite une